C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la présidentielle au Bénin. Elle se tiendra le 12 avril prochain, à une semaine du coup d'envoi de la campagne. 2 candidats sont en lice. Le poulain du président sortant, Patrice Talon, et un opposant. Le grand absent de cette course, le grand parti d'opposition, les démocrates. Nous serons à Cotonou dans ce journal. Ce deal entre Bamako et les djihadistes, plusieurs sources affirment que les autorités maliennes ont accepté la libération de nombreux terroristes en échange d'une trêve sur les attaques de convois de carburant. Une centaine de libérations ont eu lieu la semaine dernière. Nous serons à Bamako. Nous écouterons notre correspondant régional dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous irons à Sao Tomé où des cultivateurs de cacao s'efforcent de conjuguer production et respect de l'environnement. Ils bénéficient d'aides locales et extérieures pour y parvenir. Les détails à suivre. À une semaine du coup d'envoi de la campagne présidentielle au Bénin, 2 candidats sont en lice. Romuald Wadani, ministre de l'économie et dauphin du président Patrice Talon, et Paul Ounpe, candidat d'une opposition qui s'affiche comme modérée, manque à l'affiche un acteur majeur de cette scène politique, le principal parti d'opposition, les démocrates. Ce lundi, la formation a annoncé qu'elle ne donnerait aucune consigne de vote. La correspondance à Cotonou d'Emmanuel Souchi. Écoutez, un week-end chargé et surtout de longues heures d'attente pour connaître la position du principal parti d'opposition, les démocrates. Eh bien, on le voit, le départ de son fondateur, Boni Yayi, n'a visiblement pas suffi à stopper les tensions internes. En fait, au terme d'un conseil national sous haute pression, la décision tombe. Aucun soutien officiel à l'un ou l'autre des duos en lice pour la présidentielle. Alors, cette position révèle à la fois des divisions profondes et peut être aussi un calcul politique. Éviter de fracturer davantage le parti et aussi laisser la porte ouverte à des négociations. Le porte-parole Guy Mitokpe annonce quitter le parti via ses réseaux sociaux. Dans la foulée, vous avez le président intérimaire Eric Oundete qui est lui écarté. Il est remplacé par le vice-président Nourinou Hatchadé. Alors, pendant que l'opposition se cherche, le camp présidentiel, lui, déroule déjà sa feuille de route. Romuald Wadani, le dauphin du président Patrice Talon, a présenté son projet de société ce samedi. Le technocrate semble chercher à s'installer dans une posture de leader politique. Alors, sur le fond, il assume le bilan des années Talon. Toutefois, il reconnaît que tout le monde n'a pas bénéficié des fruits de la croissance. L'actuel ministre d'État place la lutte contre l'extrême pauvreté au cœur de son discours. Écoutez-le. Le nombre de nos concitoyens dans cette situation d'extrême pauvreté est désormais intolérable. Sur la démocratie qui fait partie des critiques adressées au régime, il se prononce aussi. Je vous propose de l'écouter. Tout mon engagement à être garant des libertés individuelles. Ce que nous avons mal fait, ensemble dans le dialogue, nous allons rectifier ce qui est à rectifier. En face, vous avez Paul Ounpe, le candidat de la FCBE. Lui n'est pas encore descendu dans l'arène, pas de démonstration de force encore. Alors tout est encore très discret. Il se déclare de l'opposition modérée. Son projet de société part, lui, du même constat. Tout le monde ne profite pas encore de la croissance. Son programme insiste davantage sur le social, mais il y a un axe essentiel pour les FCBE, le retour du dialogue politique avec l'idée, notamment, d'un climat plus apaisé. On en vient à cet accord entre les autorités maliennes et les djihadistes. Selon plusieurs sources, Bamako a accepté de libérer une centaine de djihadistes en échange d'une trêve sur les attaques de convois de carburant. Une centaine d'entre eux auraient été libérés en milieu de semaine. Les détails avec notre correspondant régional, Serge Daniel. Des officiels maliens démentent ou refusent de confirmer, alors que plusieurs autres sources, dont des officiels locaux, c'est-à-dire des élus, confirment. Il y a eu libération sur le territoire national en milieu de semaine, libération d'une centaine de présumés djihadistes contre l'obtention d'une trêve de l'embargo sur le carburant. D'après nos informations, parmi les jeunes djihadistes libérés, figurent 10 personnes qui ont été ramenées à la périphérie de Bamako. Selon les témoins, certains étaient malades, d'autres avaient le regard hagard. Ils seront transportés vers leur village natal dans le centre du Mali. Coïncidence ou pas,
Au moment où on parle de cet accord entre djihadistes et autorités, des convois de camions-citernes sont arrivés à bon port sans incident dans la capitale malienne et dans d'autres localités du Mali. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'accord entre le gouvernement malien et les djihadistes sur plusieurs points. Le gouvernement a toujours démenti, comme je le disais tout à l'heure, mais les djihadistes, à un moment, avaient déclaré « Oui, le gouvernement négocie avec nous, nous avons les preuves ». Maintenant, est-ce une trêve de courte durée ou une trêve de longue durée? Ça, nous n'avons pas encore pour le moment la réponse à cette question. Les présidents kenyans et ougandais se sont retrouvés ce samedi pour inaugurer le projet d'extension de la ligne ferroviaire Standard Gauge Railway. Le projet doit relier les deux pays, mais a été bloqué ces dernières années en raison de son coût particulièrement élevé et du refus de la Chine d'accorder de nombreux prêts au Kenya pour le financer. Alice Broga. Côte à côte, les présidents kenyans et ougandais venus remettre sur rail un projet longtemps resté au point mort, l'extension de la ligne de train SGR entre leurs deux pays. Après la pose de la première pierre jeudi, cette inauguration lance officiellement la prochaine phase des travaux. Le premier tronçon, construit entre 2013 et 2019, relie Mombasa à Naivasha en passant par Nairobi. D'ici juin 2027, la ligne doit atteindre Kisumu, troisième ville du Kenya, puis se prolonger jusqu'à Malaba, à la frontière ougandaise. À terme, le projet vise même à relier l'Afrique de l'Est à la République démocratique du Congo. Au cours des 8 dernières années, la SGR a transporté plus de 15 millions de passagers et plus de 45 millions de tonnes de marchandises. Elle a permis de réduire les coûts de transport, d'améliorer l'efficacité et a contribué de manière significative à la croissance de notre économie. Grâce à cette extension, nous prévoyons un impact encore plus important. Les travaux ont été longtemps bloqués faute de financement. La Chine avait prêté près de 5 milliards de dollars au Kenya pour construire la ligne, mais avait suspendu ses prêts en 2020 en raison des difficultés de Nairobi à les rembourser. Mais le Kenya a toujours souhaité achever la ligne, jugée cruciale pour acheminer les minerais des pays enclavés d'Afrique centrale. Un projet soutenu aussi par le président ougandais. Le chemin de fer fait partie de la rationalisation de notre système de transport, en particulier du côté ougandais, qui est irrationnel et inutile. Pourquoi? Parce que les articles transportés sont aujourd'hui concentrés sur les routes. Pour financer ce nouveau tronçon, Nairobi mise cette fois sur de nouvelles taxes sur le transport ferroviaire. On en vient à cette polémique au Sénégal suite aux propos de Cécile Neven, ministre wallonne de l'énergie. Elle a décidé d'annuler son voyage à Dakar prévu fin mars pour protester contre la loi qui durcit les sanctions contre l'homosexualité. Elle a été votée par les députés sénégalais il y a 2 semaines. Les réactions au Sénégal avec Elimane Dao, notre correspondant. Nous ne pouvons pas détourner le regard. Cette loi stigmatise, elle criminalise et met des vies en danger, a affirmé la ministre wallonne de l'énergie, Cécile Neven, dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux. Au Sénégal, elle réagissait ainsi à la loi votée le 11 mars par l'Assemblée nationale sénégalaise, durcissant les peines contre l'homosexualité avec des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Cécile Neven devait prendre part à un colloque international organisé au Sénégal en cette fin mars. Elle a décidé d'annuler ce voyage. Elle dit également remettre en cause les financements qui lient la Wallonie et le Sénégal avec une perspective de les geler. Levée de boucliers au Sénégal après ces déclarations, notamment des autorités au pouvoir, parmi lesquelles le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a affirmé qu'il écrira à la ministre wallonne pour lui demander de retirer ces financements. Ousmane Sonko dit par la suite que la souveraineté a un prix et qu'il ne pourrait accepter un conditionnement des financements qui lie le Sénégal à ses partenaires internationaux. À Sao Tomé, une nouvelle génération de producteurs de cacao s'efforce de cultiver tout en restaurant les écosystèmes dégradés. Ils bénéficient du soutien de la coopérative locale, mais aussi de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Un partenariat qui leur permet aussi de s'assurer des moyens de subsistance. Tous les matins, Camila De Carvalho se rend sur sa plantation de cacaoyers. C'est là, à l'ombre des arbres, que poussent les cabosses, d'où elle extrait les précieuses fèves de cacao.
La productrice vend ensuite ses fèves à la SECAB, la plus grande coopérative de Sao Tomé et Principe. Ce système lui assure des revenus stables. Avant la SECAB, on récoltait le cacao et des tracteurs venaient nous l'acheter. Mais quand le tracteur était plein, il n'achetait plus de cacao. Aujourd'hui, avec la coopérative, dès que vous arrivez, vous pouvez vendre votre cacao. La coopérative apporte aussi un soutien financier et technique aux producteurs comme Camilla pour les aider à développer une agriculture durable de cacao en restaurant leurs parcelles. Car Sao Tomé et Principe est confronté à la dégradation croissante de ses terres et de ses forêts en raison du changement climatique, mais aussi de l'expansion agricole. De nombreuses parcelles ont été soumises à des coupes d'arbres généralisées. De nombreux arbres sont donc replantés pour restaurer les sols et apporter l'ombrage nécessaire à la production du cacao. Un projet de restauration initié par le gouvernement en partenariat avec la FAO. Nous avons de nombreuses fonctions de soutien qui sont assurées, qui sont fournies par la forêt à travers ses services écosystémiques. Par exemple, lorsque nous avons une agriculture proche des forêts, nous devons dépenser moins en engrais, en pesticides, etc. Et la forêt permet un service de pollinisation essentiel à la productivité agricole. Depuis 2019, plus de 8000 hectares de zones agroforestières ont été restaurées à Sao Tomé et Principe. L'objectif est de multiplier cette surface par 4 d'ici à 2030. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.